Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, t'as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Salut à toi, je suis super content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Instagram, c'est le réseau 2020, c'est celui qui a tout explosé. On a vu plein de nouveautés. Et voilà, je me suis dit, qui pourrait nous parler de ça? En fait, Pierre-Alexis, c'était vraiment la bonne personne pour nous parler de ce réseau social. Voilà, donc le thème du jour, c'est Instagram, comment utiliser Instagram pour son business, parce qu'on le fait tous de manière personnelle. Je le faisais de manière personnelle et je le faisais mal, c'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des méthodologies pour justement acquérir des nouveaux prospects. Donc c'est le thème du jour, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Accroche-toi, Pierre-Alexis il envoie du lourd et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao! Bienvenue à toi, Pierre-Alexis. Je suis super content de te retrouver. Mais merci beaucoup Thomas. Moi aussi je suis content de venir faire ça avec toi aujourd'hui, donc c'est un réel plaisir. C'est vraiment, merci à toi en tout cas de prendre ce temps. Euh, on se connaît pas en fait finalement, mis à part à travers Instagram. Mhm. Et voilà, j'avais vraiment envie que tu participes à ce podcast parce que pour moi, tu es, on va dire, un des piliers sur ce réseau social, quoi. Donc, Ben, ça fait super plaisir en tout cas. Merci beaucoup. il n'y a pas de souci. Donc voilà, le thème du jour, ça portera sur Instagram. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes, Pierre-Alexis, s'il te plaît. Ouais, donc alors pour ceux qui me découvrent, qui n'ont jamais entendu parler de moi, donc moi je m'appelle Pierre-Alexis. Après je suis connu sur Instagram sous le pseudo Super Social Sunset. Donc en fait moi ce que je fais, c'est que je propose du contenu de type astuces, conseils, etc. au sujet du marketing Instagram et de la vente sur Instagram. Et globalement ce que je propose, c'est tout simplement aider les gens, les personnes, les entrepreneurs, les entreprises, etc. À se développer sur la plateforme et à transformer leur audience en clients et monétiser leur audience, tout simplement. Donc globalement, moi, c'est ce que je fais et je le fais au travers de contenu que je peux partager au quotidien sur Instagram. Donc à la base, je publiais une fois par jour. J'ai un petit peu réduit le rythme de publication récemment. Mais je poste à peu près 3 4 fois par semaine, voilà, différents contenus qui parlent marketing Instagram et vente sur Instagram. Donc, pour pouvoir en fait aider les gens et faire en sorte que les gens puissent affirmer leur identité sur la plateforme, développer une audience qui soit authentique et ensuite qu'elles puissent tout simplement monétiser leur audience. Ok, super. Avant qu'on parle en profondeur d'Instagram, raconte-moi un petit peu comment ça t'est venu. Est-ce que tu es de ce métier? D'où tu pars finalement? Alors, ça va être, du coup, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Moi, si tu veux, à la base, j'ai fait une école de commerce. Après ça, on m'a proposé un poste dans une boîte qui faisait du reciblage publicitaire pour un bon poste, etc. Mais j'avais toujours cette envie-là d'entreprendre, d'être à mon compte, etc. Donc, je me suis mis à mon compte. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas accepté l'offre et j'ai commencé à bosser comme ça en freelance. Donc, j'ai travaillé dans tout ce qui est e-commerce. Puis, progressivement, je me suis rabattu sur e-commerce marketing d'influence. Et donc, automatiquement, je me suis mis à m'intéresser à Instagram. Et après, comme ça, au cours des années qui sont passées, je me suis vraiment professionnalisé sur ce réseau-là. Et j'ai commencé justement à m'y intéresser de manière très poussée et à aider des gens et à développer une expertise sur la plateforme. Et c'est comme ça, en fait, que progressivement, je suis passé du freelancing classique en prestat de service à quelque chose qui est plus axé partage de contenu type conseils et astuces au sujet de cette plateforme-là, vu que j'ai pu développer
au cours du temps une expertise justement sur Instagram et spécifiquement sur Instagram, au-dessus de tous les autres réseaux sociaux, si tu veux. Moi, j'ai des bonnes connaissances dans tous les cas sur les autres réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube et autres, mais vraiment mon expertise, elle est sur Instagram et c'est venu en fait de manière naturelle dans mon cursus comme ça, dans mon développement au fil des mois et des années qui s'en sont suivis. Et c'est comme ça que je suis arrivé à me positionner sur la plateforme de cette manière-là. D'accord. Et du coup, pourquoi alors Instagram et pas un autre réseau? Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, j'ai développé une affinité vraiment particulière avec cette plateforme. Moi, je la trouve bien plus vivante et surtout, on est sur une plateforme qui est dans l'interaction poussée à son maximum. Sur Facebook, c'est très différent. Sur LinkedIn, ça reste des contacts qui vont être plus professionnels, capés, cadrés, etc. Axés boîte et tournés pour les boîtes et les professionnels. Alors qu'Instagram, au final, on peut trouver de tout et en cherchant bien, on peut trouver des choses vraiment très, très intéressantes. Et je trouvais en fait qu'au niveau des formats proposés et tous les outils, toutes les fonctionnalités que nous propose la plateforme sont totalement adaptés en fait à diffuser ce type de message-là plus que sur toutes les autres plateformes en fait. Entre les différents formats, que ce soit les formats story, que ce soit les posts classiques avec aussi les carousels graphiques, après on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais c'est vraiment un réseau social sur lequel on peut avoir une expression qui est vraiment libre et déclinée sous plein de formats différents et on peut toucher aussi beaucoup de monde. Après, voilà, il y a une petite préférence aussi au niveau de la plateforme en elle-même, de son design, etc., de toutes les interactions qu'on peut y retrouver. Et je trouve que c'est vraiment un endroit excellent pour pouvoir diffuser des messages, échanger, créer des synergies avec de nouvelles personnes, etc., etc. Et c'est particulièrement pour ça que je me suis intéressé à cette plateforme-là. Et surtout, cette plateforme, c'est aussi un endroit en fait où on va pouvoir retrouver tous les acteurs qui font partie de l'écosystème business de manière générale, c'est-à-dire qu'on a les entreprises qui sont les structures qui vont aller vendre des produits, des offres, etc. à des clients. Les clients sont donc les personnes lambda qui utilisent la plateforme à titre de loisir pour partager leurs photos perso, les photos de leurs vacances, etc. Et après, on a également les prescripteurs qui sont les influenceurs, en fait, les influenceurs digitaux, et ça, sur toutes les thématiques, dans toutes les catégories possibles. Et ces personnes-là, par rapport à leur expertise, leurs recommandations, etc., elles vont aller influencer justement les personnes à se tourner vers telle ou telle entreprise, telle ou telle solution, etc. Et en fait, tout ça, que ce soit les entreprises, le public, les clients et les prescripteurs ou influenceurs, ça compose vraiment quelque chose de très gros et on peut retrouver tout le monde sur Instagram. C'est aussi ça qui est très intéressant et c'est pas forcément le cas pour prendre l'exemple de LinkedIn sur lequel on va retrouver seulement des influenceurs entre guillemets digitaux et des entreprises ou des professionnels, mais des personnes lambda qui sont sur LinkedIn par pur plaisir, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'utilisation de la plateforme est totalement différente et c'est aussi ça que je trouvais hyper intéressant sur Instagram du coup. Ouais, bah écoute, je te rejoins parfaitement dans tes dires, donc c'est cool. Du coup, est-ce que tu penses qu'Instagram peut être utilisé dans n'importe quel business? C'est-à-dire le gars ou la fille d'ailleurs qui débute dans l'entrepreneuriat, pardon, et qui veut, je sais pas, être, allez, on va dire, prof de yoga. Est-ce que tu penses que être prof de yoga, Instagram, ça va le permettre de le développer son business? Alors, totalement, c'est même, je dirais, peut-être le premier endroit sur lequel il faut se positionner avant de faire peut-être des actions commerciales en physique. Vraiment, avoir une grosse base solide au niveau réseaux sociaux et surtout sur Instagram, parce qu'en fait, on peut avoir une diffusion de notre message et une portée qui va être infinie, en quelque sorte. Pas infinie dans le sens où on a forcément une audience et au bout d'un moment, cette audience-là, on ne peut pas non plus la réinventer et la créer si elle n'existe pas. Mais par contre, s'il y a énormément de monde qui sont intéressés par la thématique. En l'occurrence, le yoga, c'est une thématique sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est positionné. Il y a énormément de monde qui consomme justement ce type de prestations et autres. Donc, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et le fait de pouvoir se positionner justement sur Instagram, ça va permettre d'obtenir facilement des clients, que ce soit des clients de manière digitale, avec par exemple des visioconférences ou autres, mais aussi des clients en physique, à proximité du moins de l'endroit
dans lequel on pourrait potentiellement exercer, parce que c'est aussi possible sur Instagram de toucher des personnes qui sont localisées spécifiquement dans une zone géographique précise, etc., en fonction des hashtags, des tags qu'on peut utiliser, etc. Et en fait, oui, pour répondre à ta question de manière globale, c'est tout à fait intéressant. Et en fait, on va avoir une portée au niveau du message qui va être décuplée grâce à ce réseau social et à condition, bien entendu, de bien l'exploiter. C'est-à-dire que si on fait les choses bien, en peu de temps, on peut constituer une audience, on peut développer cette audience-là, on peut entretenir cette audience en faisant des lives, en partageant des contenus à valeur pour les personnes qui seraient intéressées par la thématique. Et justement, tout ça, ça permet en fait de créer un petit tunnel qui va forcément impliquer au bout d'un moment une vente ou un attachement ou des interactions complémentaires, etc., avec ces personnes-là, des échanges, etc., etc. Et c'est ce qui va faire qu'au final, on va pouvoir trouver une clientèle sur Instagram et qu'on va pouvoir la développer sur le long terme et la fidéliser également. D'accord, très bien. Donc, ce que tu préconises dans un premier temps, c'est de rester plutôt sur un réseau, notamment Instagram, et après, une fois que ton audience est construite, pourquoi pas utiliser d'autres plateformes. Exactement, exactement. Parce Après, que, voilà, tout dépend vraiment, tu vois, de la typologie du business, de notre avatar client. Si on s'axe sur je sais pas, je te donne un exemple, hein, du yoga, des séances de yoga axées en entreprise pour le bien-être des salariés, etc., peut-être que la clientèle aurait plus tendance à être sur LinkedIn. Mais si on s'adresse à une clientèle lambda, il y a beaucoup plus de chances qu'on retrouve des clients potentiels via Instagram que sur LinkedIn. Après, voilà, tout est question de jauger, de savoir à qui on veut vraiment s'adresser. Mais idéalement, se positionner dans un premier temps sur Instagram, c'est très bien. On peut bâtir une audience assez importante et de manière rapide si on fait bien les choses, si on est constant, etc., et qu'on partage de la valeur. Et dans un second temps, on peut aussi en bac développer les autres réseaux sociaux et on peut attirer justement les personnes qu'on a pu obtenir sur Instagram, nos nouveaux abonnés, etc., et on peut les rediriger sur notre newsletter, sur notre compte LinkedIn, sur notre compte TikTok, sur notre chaîne YouTube, etc. Moi, par exemple, ça, c'est quelque chose que je fais depuis peu de temps. Je me suis lancé sur YouTube et je redirige mes abonnés Instagram vers YouTube. Alors après, il y en a qui ont forcément une affinité plus ou moins importante avec telle ou telle plateforme. Donc, bien entendu, tout le monde ne va pas suivre et ne va pas se rendre sur l'autre plateforme également, mais ça permet dans tous les cas de générer du trafic et c'est quelque chose qui est super intéressant. hmm, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, bah, ça, c'est cool. J'aimerais qu'on casse des fausses croyances, que ce Mhm. soit sur Instagram ou de manière générale sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on a toujours, beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir des millions d'abonnés pour faire du chiffre. Est-ce que tu peux me dire des choses là-dessus? Est-ce que tu es Alors, pas du d'accord ou tout. est-ce que t'es pas Je suis, d'accord? je suis pas du tout, non, je suis pas du tout d'accord par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent même très bien vivre d'Instagram avec 100 followers. Après, c'est pour te donner un exemple vraiment euh, voilà, vraiment caricaturé, mais on peut très bien vivre correctement avec 100 abonnés, à condition que ces abonnés soient des abonnés qualifiés, avec lesquels on va entretenir justement une relation et avec lesquels on va échanger au quotidien, on va bâtir une relation de confiance, et après derrière avec des abonnés du coup qui vont tout simplement acheter nos produits, etc. Donc l'idée de dire il nous faudrait potentiellement avoir des centaines de milliers d'abonnés pour gagner bien notre vie avec Instagram, pas du tout. Moi, je connais des personnes qui ont des petites audiences de 700, 800, 900 personnes et qui gagnent 2, 3, 4 fois le salaire d'un cadre dans une très grande entreprise, juste grâce aux interactions qu'elles vont faire, aux prestations qu'elles peuvent proposer, qui sont du coup en adéquation avec les gens qui les suivent sur ces réseaux-là. Et derrière, justement, elles peuvent en vivre très bien, même en ayant peu d'abonnés. Donc en fait, il ne faut pas voir les abonnements ou le nombre de followers comme une finalité. Ça peut être un facteur voilà, de se dire si une entreprise est plus ou moins bien implantée. Après, il faut regarder dans les faits au niveau de l'engagement, qu'est-ce que ça représente. Si je te dis, OK, demain, moi, j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, par contre, sur chacune de mes photos, j'ai 50 likes, ça veut dire que j'ai une audience qui n'est pas du tout engagée. J'ai très certainement acheté des followers pour grossir mon chiffre et faire en sorte que les gens pensent que je suis quelqu'un d'influence sur la plateforme alors que c'est pas le cas. Il faut vraiment regarder tout ça et surtout ce que les gens ne voient pas en plus. Donc l'engagement, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qui peut se mesurer, c'est quelque chose qui peut être analysé assez facilement avec certains outils et autres.
Par contre, il y a un facteur qu'on ne voit pas du tout et que c'est au final la seule métrique qu'il faudrait prendre en compte, c'est OK, et combien tu gagnes grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des audiences de 15 000, 20 000 personnes qui vont générer à peine 200, 300 euros par mois avec Instagram. Et comme je t'ai dit, il y en a d'autres qui peuvent avoir 700, 800 personnes et qui peuvent faire 15 000 euros par mois avec Instagram. C'est pour te donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, bien évidemment, ce truc-là, ce que tous les gens pensent de se dire, il va falloir que je publie pendant des années, que je passe des centaines de milliers d'heures, etc., que j'ai des centaines de milliers d'abonnés sur la plateforme pour bien gagner ma vie avec. Donc, au final, c'est trop chronophage et je le ferai pas. Mais c'est quelque chose qui est totalement faux et on peut très bien vivre d'Instagram avec une petite base d'abonnés. Voilà, après, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. Il y a toujours du travail à effectuer. Il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer. Il y a des interactions qui doivent être faites, des actions qui doivent être entreprises également au quotidien et dans la constance, avoir un apport de valeur. Et après, en fait, si notre offre match avec les personnes qui nous rejoignent sur ce réseau-là, il y a forcément un moment au cours duquel on va pouvoir générer et on va pouvoir monétiser notre audience tout simplement. Super, super, super. Est-ce que tu aurais d'autres fausses croyances comme ça à casser, à briser? Hmm. Alors d'autres fausses croyances à casser. Donc il y a celle voilà d'avoir une grosse communauté pour gagner de l'argent avec, ce n'est pas forcément le cas. Après il faut faire attention aussi, bien regarder, ne pas écouter tout ce qui se dit forcément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent justement d'Instagram parce que c'est un énorme tremplin au niveau business pour vendre des prestations ou autres. Il faut regarder quand même un petit peu, s'attarder voilà, au niveau un peu de l'ancienneté des personnes. Après, voilà, il y a des personnes qui peuvent se lancer demain et qui font du travail excellent, ça c'est certain, mais vraiment chercher un petit peu en profondeur, c'est-à-dire que quand on va voir un compte, ne pas se fier à 100% à ce que l'on voit et plutôt échanger, creuser, voir voilà qu'est-ce qui se cache derrière au niveau des contenus, qu'est-ce qui est partagé, au niveau voilà des interactions, qu'est-ce que ça donne. Une fois qu'on parle véritablement avec la personne et qu'on lui pose des questions un peu poussées, est-ce que la personne a tendance à éviter les questions et à répondre à côté, ou est-ce qu'elle a une réelle expertise sur ces questions-là précisément qui nous intéressent? Ça, ce sont des choses qu'il faut voir parce qu'en fait, Instagram, c'est un réseau social qui va être en fait hyper bonifié à tous les niveaux. C'est-à-dire que toutes les personnes vont essayer de transparaître sur ce réseau social comme étant des personnes qui ont réussi, qui gagnent énormément d'argent, qui sont expertes dans pas mal de domaines, qui ont une expérience incroyable, etc. Et c'est un petit peu normal dans le sens où ces personnes-là, en fait, elles essayent de briller pour que les gens les remarquent et passent par leur service. Alors après, il y en a qui ont justement ce background qui va leur permettre de pouvoir s'assurer de ça et que les gens aient confiance en elles. Et il y en a certains, comme je te l'ai dit, avec qui il faut prendre des pincettes, il faut un petit peu creuser toujours pour savoir, parce que les gens ont toujours tendance sur Instagram à se mettre plus en valeur que peut-être que ce qu'ils seraient réellement. Il faut vraiment faire bien attention à ça. C'est pareil au niveau des photos. Ça, c'est plus général, c'est propre à la Hum. plateforme. On va toujours utiliser des filtres, essayer de transparaître de la meilleure manière possible sur le réseau pour avoir toujours plus de likes, toujours plus d'engagement, etc. Alors que la réalité est, elle, dans bien des cas, totalement différente. Donc, il faut bien faire attention à ça aussi. Ouais, exactement. Il y a toujours un gap, enfin, il y a souvent un gap entre Instagram et puis la réalité. Donc, c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention là-dessus. Bien sûr. Donc, toi, du coup, qui est, on va dire, un spécialiste d'Instagram, si demain notre jeune prof de yoga, là, je prends toujours cet exemple parce que c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, Ok. ouvre son compte, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire pour être visible et pour avoir des abonnés, on va dire, rapidement. Mais encore une fois, rapidement, ça veut tout et rien dire. On sait qu'il va Mhm. falloir du travail et un petit peu de durée, mais voilà, comment avoir cette croissance un petit peu exponentielle? Alors, il y a beaucoup de trucs. Là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, franchement, sans problème. Il y a après les trucs qui reviennent le plus souvent pour voilà, générer de l'attraction assez rapidement. Déjà, il faut savoir ce que l'on fait véritablement nous-mêmes et à qui on s'adresse. Ça, c'est primordial. Ensuite, il faut qu'on adopte en fait un branding qui va être cohérent en fonction justement de ce que l'on va potentiellement vendre ou faire et dire et les personnes auxquelles on s'adresse. Donc,
c'est vraiment quelque chose, le branding, qui est important et qui nous permet de nous différencier sur la plateforme. Donc, dans un premier temps, savoir ce que l'on est, ce que l'on offre, ce que l'on propose aux gens, pourquoi on est sur Instagram véritablement, avoir bien ça en tête. Dans un deuxième temps, savoir à qui on s'adresse, qui est notre client cible, pourquoi il serait intéressé par les solutions qu'on a à lui apporter. Donc ça, c'est vraiment la phase un petit peu de connaissance. Une fois qu'il y a ça, il y a tout ce qui est le choix au niveau branding, donc que ce soit via les couleurs que l'on va défendre, entre guillemets, qu'on va proposer, avec lesquelles on va s'exposer sur le réseau, qui sont importantes. Donc un schéma de couleurs spécifique qui va pouvoir être réutilisé pour pouvoir créer une certaine cohérence au niveau de nos différents contenus, etc. Et pour que ça attire l'œil et que ce soit impactant pour les gens. Ensuite, au niveau du profil, il faut qu'on ait un profil optimisé qui capte directement l'attention des gens et qu'en un clin d'œil, les gens puissent savoir ce que l'on fait, ce que l'on propose et à qui on le propose. Globalement, c'est les trois trucs que je dis souvent à mes coachés. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose et un appel à l'action derrière. Donc ça, c'est-à-dire que les bios dans lesquels on blablate, etc., ça ne marche pas, il faut aller vraiment à l'essentiel. Si, en l'occurrence, on prend cet exemple-là, de la prof de yoga, elle peut très bien dire, je sais pas, Aurélie, prof de yoga avec une petite géolocalisation peut-être selon l'endroit dans lequel elle est, Marseille ou autre, et après j'aide les personnes à justement s'initier au yoga et à se relaxer dans le bien-être et voilà, quelque chose de différenciant. Et après un appel à l'action, si tu veux découvrir justement plus en détail ce que je fais, envoie-moi un DM ou alors va sur mon site internet voir ce que je propose, etc. Donc toujours dire qui on est, ce que l'on fait et ce que l'on propose avec un appel à l'action au niveau de la bio. Après, il faut également afficher une photo de profil qui soit vraiment où on va être en valeur, qui soit nette, où on va ressortir. Donc là, si c'est le cas d'une marque, par exemple, on peut très bien mettre notre logo ou l'un de nos produits. Si on vend des sacs, par exemple, on peut très bien mettre un sac avec une photo de bonne qualité. Et par contre, si on est sur une personne qui va vendre ses services, on peut très bien mettre en avant notre visage, notre personne. C'est ce qu'on appelle un peu le personal branding, c'est se mettre nous-mêmes en avant en tant que marque. Donc là, la personne, en l'occurrence, notre prof de yoga peut tout à fait se mettre en valeur en étant dans une pose, par exemple, pour le coup, où elle est en train de faire du yoga, sur un fond de couleur unie pour bien ressortir et bien faire ressortir du coup sa personne et créer quelque chose d'impactant. Donc, quand les gens vont arriver sur son profil, ils vont se dire, OK, déjà, ils peuvent être attirés par sa photo et voir que c'est quelqu'un qui va être dans cette thématique-là. Ils vont peut-être cliquer sur le profil. Ensuite, une fois qu'ils sont sur le profil, ils vont voir la bio, ils vont exactement savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et s'ils ont envie d'aller plus loin, c'est à ce moment-là que les gens vont aller dans le feed, vont entrer sur les différents contenus, vont réagir potentiellement ou pas. Et là, à ce niveau-là, pour faire en sorte qu'on ait un feed qui soit agréable visuellement et pour qu'on maximise les abonnements pour avoir du coup toujours une base d'abonnés toujours plus importante et toujours plus qualifiée, l'idée c'est vraiment de suivre un schéma de couleur spécifique. Donc comme je te l'ai dit au début, au niveau du branding, si on se dit prof de yoga, on peut très bien associer ça un petit peu à tout ce qui est bien-être et nature. Après c'est un petit peu c'est un petit peu bateau, mais quelles sont les couleurs qui reviennent souvent dans tout ce qui est bien-être et nature? Ce sont souvent des tons qui sont pâles, pastel, etc. avec par exemple du vert pastel, rose, etc. Un petit peu quelque chose de délicat. Après, ça peut être quelque chose de totalement différent aussi, mais en tout cas, pour cet exemple-là, on va partir sur du rose et du vert, par exemple, pastel. Et si la personne, tout au long de ses contenus, elle écrit, elle partage des contenus, etc., dans ces tonalités-là, ça va créer en fait une harmonie au niveau visuel qui va faire la différence et qui va être vraiment impactante pour les gens qui vont tomber sur le profil. Donc, globalement, pour mettre en avant son profil de la meilleure manière possible, je dirais, et vraiment optimiser les résultats, je dirais que c'est ce qu'il faut faire. Donc au niveau du choix des couleurs, pas plus de 2-3 couleurs. Après, voilà, choisir aussi une typographie ou deux qui nous représente véritablement et qu'on va réutiliser au travers de nos différents contenus. Donc ça, c'est vraiment pour le fond, pour la forme, pardon. Et après, pour le fond, au niveau des contenus qu'on va partager, l'idéal, c'est de toujours partager des contenus qui vont intéresser notre audience. Donc à ce niveau-là, l'idée, c'est véritablement pas de partager quelque chose parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on pense que ça va être bien. C'est quelque chose qui
intéressent véritablement les gens, dans lesquels les gens vont pouvoir trouver certaines réponses à leurs questions et autres. Et le but, c'est toujours de... En gros, il y a trois types de contenus qui fonctionnent très, très, très bien sur Instagram. C'est les contenus qui sont ou divertissants, ou éducatifs, ou dans lesquels on va partager de l'information. Donc, si on propose l'un de ces trois contenus ou ces trois contenus au travers de notre compte, il y a forcément un moment où les gens vont s'intéresser et vont interagir. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que je peux, moi, conseiller. Et, du coup, ben, toujours être dans... Après, voilà, pour que la communauté augmente, il faut toujours être dans l'interaction, c'est-à-dire qu'il faut toujours passer un petit peu de temps, interagir avec d'autres personnes qui sont sur cette thématique-là, se montrer, faire des stories, être visible et être surtout constant. C'est-à-dire qu'il faut publier avec fréquence pour pouvoir être remarqué et à terme pour pouvoir développer ben, une belle communauté, tout simplement. Mm. Ouais, tu as parlé de constance, mais effectivement, l'algorithme Insta, du moins celui de 2020, parce qu'il évolue sans cesse, exige un petit peu d'être présent et de publier en fait fréquemment, quoi. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de publier avec quand même un peu de fréquence. Donc, si on veut vraiment développer quelque chose de viable sur lequel on va avoir un vrai développement et il y a réellement du sens. Donc après, il faut bien entendu avoir le temps de le faire. Si on n'a pas du tout le temps, qu'on est blindé de clients et autres, bah, c'est peut-être pas le meilleur chemin. Mais par contre, si on se lance, qu'on cherche à toucher de nouvelles personnes, à se rendre visible et autres, ben ça prend tout son sens. Mais il faut quand même toujours avoir en tête que c'est du temps passé, c'est des interactions à faire, c'est à minima pour avoir de bons résultats, 1 heure à 1 h 30 par jour au moins sur la plateforme, pour pouvoir développer quelque chose de vraiment durable. Si c'est des personnes qui, par exemple, ne peuvent qu'investir un quart d'heure par jour sur Instagram, envoyer 2, 3 messages et faire 3, 4 commentaires, ça va être difficile de créer une audience de manière organique qui va leur permettre d'en vivre. Après, c'est toujours pareil, hein, l'investissement qu'on peut fournir induit forcément un résultat plus ou moins important. Après, sur Instagram en tout cas, on peut très bien avoir par exemple posté 2 à 3 fois par semaine des contenus de qualité, interagir à environ 1 heure par jour et obtenir comme ça de très bons résultats. Mais il faut le faire dans la constance et il faut pas passer une semaine à publier tous les jours et après être totalement déconnecté pendant 3 semaines parce que ça justement c'est vraiment sanctionné par l'algorithme. Et après, en fait, quand on reprend et qu'on se remet justement à jour en publiant du contenu et autres, on a toujours une diffusion qui va être moins importante que d'ordinaire, en fait. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Super pour tes explications. On a vu aussi qu'Instagram, là, cette année, s'est beaucoup développé et notamment en ajoutant plusieurs fonctionnalités. Je pense par exemple à, enfin, les stories, ça date déjà il y a 2 ans peut-être. On a vu IGTV et maintenant les réels. Ça fait Mhm. comment dire, beaucoup de contenu, beaucoup de, comment dire, de types de contenu à publier. Qu'est-ce qu'il faut privilégier finalement entre les publications, les vidéos, les réels, les stories? Qu'est-ce qui Alors, moi, fonctionne le moi, plus je aujourd'hui? dirais de base, si tu veux, il faut se positionner avec des contenus avec lesquels on se sent à l'aise. Donc, tu as des personnes, par exemple, qui peuvent potentiellement enfin, qui peuvent se filmer facilement et parler à visage découvert. Pourquoi pas faire beaucoup de stories? Pourquoi pas faire des reels? Après, pour les personnes qui sont un petit peu plus introverties, ben, elles peuvent également faire des stories, mais sans s'exposer, en marquant seulement du texte, en mettant en avant certaines photos et autres. Après, au niveau des contenus, c'est pareil. S'il y a des personnes qui sont très à l'aise, pourquoi pas se filmer et mettre dans leur feed certaines vidéos dans lesquelles elles vont pouvoir apporter de la valeur, réaliser certaines actions, etc., qui vont intéresser leur audience, alors que des personnes plus introverties vont peut-être mettre en avant ben, que des contenus sous format de visuel, sous format de carrousel, travaillé et autres, mais sans jamais se montrer visuellement. Je pense vraiment qu'il ne faut pas se forcer et il faut, si on peut, il y a vraiment, voilà, si on peut le faire, c'est quand même mieux de se montrer parce que ça crée la confiance et les gens aiment toujours plus voir quelqu'un de manière physique qu'une personne qui n'apparaît jamais nulle part. Mais c'est-à-dire que même si on ne se montre pas forcément, on peut toujours avoir des résultats. Après, au niveau des contenus, l'idéal, c'est pareil. Moi, je préconise de se positionner sur les contenus avec lesquels on est les plus à l'aise au final. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que
idéalement, sur Instagram, il faut utiliser un maximum de fonctionnalités, un maximum de contenu. Donc, si on est en capacité de faire des posts, de varier au niveau des posts, de faire des posts sous format vidéo, des posts sous format carrousel, des posts sous format de posts simples qu'on peut partager souvent en story, et qu'en plus de ça, on peut faire une vidéo IGTV de temps en temps, on peut faire quelques reels dans le mois, peut-être 3-4 reels dans le mois, etc. Et pourquoi pas même faire un live à un moment donné. Là, on est vraiment au niveau algorithmique, on est vraiment très très bien parce que l'algorithme, ça, il va le mettre vraiment en avant et il va se dire que on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir toucher un maximum de monde. Et ça, il va nous récompenser en nous exposant à toujours plus de personnes. Voilà, donc tu imagines bien la différence entre quelqu'un qui ferait la démarche que je viens de t'indiquer et quelqu'un qui partagerait simplement des photos en partageant très peu, voilà, très peu ou voire pas de story, qui ferait pas de live, qui ferait pas de vidéo format IGTV, qui ferait toujours des posts simples, pas de carrousel ni rien. Automatiquement, plus tu vas utiliser de formats différents et plus tu seras mis en avant par l'algorithme. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. D'accord, super. Ok. Si tu devais définir 5 grosses erreurs à éviter, qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à Alors, ça? par rapport aux Je erreurs, limite à 5 parce que bon, il y en a tellement, mais si les 5 plus grosses. ouais, c'est vrai, en vrai, on peut en trouver beaucoup. Les 5 plus grosses, alors déjà, je pense le follow and follow, moi, je conseille de ne pas en faire. Hmm. Le follow and follow, pourquoi? Parce qu'en fait, on crée artificiellement une traction sur notre compte en s'exposant à beaucoup de personnes et en espérant que ces personnes-là, justement, pour être gentils envers nous et pour se dire, bon, il a quand même pris le temps de me suivre, donc moi, je devrais faire pareil. Mais c'est pas quelque chose qui est naturel. Après, c'est pas en soi le fait de suivre beaucoup de personnes qui est gênant, c'est le fait d'arrêter de suivre, de se désabonner de ces personnes-là une fois qu'elles se sont abonnées à nous. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est totalement illogique et l'algorithme le comprend bien et le sanctionne parce que l'algorithme va se dire, OK, donc là, tu as suivi 10 comptes. Si tu suis des comptes, c'est que c'est potentiellement des comptes qui t'intéressent, qui vont parler de choses qui t'intéressent et que tu vas suivre sur le long terme. Si certains de ces comptes vont s'abonner à toi et que toi, derrière, dans les 3, 4, 5 jours qui viennent, pardon, tu vas te désabonner de tous ces comptes-là, ça veut dire forcément que tu crées artificiellement de l'attraction sur ton propre compte et ça, c'est pas terrible. Donc, je te sanctionne, entre guillemets, en te réduisant un petit peu ta visibilité. Après, on ne reçoit jamais de messages. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne reçoit jamais de messages d'Instagram ou de l'algorithme qui nous dirait alors cette action-là que tu as faite, elle n'était pas terrible. Donc, à la place de diffuser ton compte à 80% des personnes, je vais le diffuser plus qu'à 60%. Ça, on nous le dit jamais. Hmm. Sauf que au fil du temps, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et le fait justement de faire du follow and follow, c'est pas quelque chose qui va dans notre sens. Donc moi, ce que je préconise, c'est de suivre uniquement les comptes qui nous intéressent et en fait, de s'enlever l'idée de pouvoir arrêter de suivre ces comptes-là juste après que eux nous aient suivis. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que quand on suit un compte, entre guillemets, c'est pour la vie. Après, il peut arriver un certain moment où le contenu ne nous intéresse plus, où la personne n'est plus forcément active, ne partage plus, etc. Et à ce moment-là, quelques mois après, quelques semaines après, peut-être qu'on peut se désabonner. Mais il faut vraiment pas que ce soit s'abonner pour recevoir de l'abonnement en retour. Parce que c'est quelque chose de non naturel et c'est quelque chose qui finit par être sanctionné. Et de plus en plus, j'ai l'impression, donc ça, à éviter absolument, même si le gain d'abonnés met plus de temps à arriver par rapport au fait qu'on ne fait pas de follow and follow, on sera toujours gagnant sur le long terme et l'algorithme nous le rendra bien. Donc ça, c'est le premier truc. Après, autre truc négatif, acheter des followers. Alors ça, c'est vraiment une erreur monumentale parce qu'on va grossir notre base d'abonnés, mais notre engagement ne va pas suivre étant donné qu'on fait face à des robots ou des comptes qui sont créés de toutes pièces et derrière lesquels il n'y a personne. Ce qui veut dire que si demain j'achète 100 000 followers et que sur mes contenus, j'ai 100 likes, de un, c'est pas crédible et les gens vont s'en rendre compte. Donc, l'image que je peux renvoyer va être ternie par ça et c'est pas forcément cool. De deux, notre engagement va être au râler pas querette parce qu'on va se dire, OK, sur 100 000 personnes, il y a seulement 100 likes, ce qui fait un engagement qui est très, 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 très bas.
Et ça, l'algorithme le comprend aussi. Il se dit, s'il y a une audience qui est si importante et si l'engagement sur les publications est si bas, ben, ça veut dire que c'est une audience non engagée, donc ça veut dire forcément que le contenu n'est pas intéressant, donc ce contenu-là, on va le diffuser à encore moins de monde, etc., etc. Et en fait, c'est une réaction en chaîne qui se produit et qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux plein de négativité. En fait, au final, c'est impossible d'en sortir. Donc ça, l'achat de followers à proscrire totalement. Les les groupes d'engagement. Alors ça a été très très à la mode passé un temps. Il y avait plein d'influenceuses et d'influenceurs qui utilisaient ça pour se faire monter les comptes des uns des autres. Donc là, je vais donner une réponse un peu plus mitigée. Si c'est pour rentrer sur des groupes d'engagement sur lesquels il y a des personnes qui sont d'autres nationalités, qui ont des comptes qui n'ont rien à voir avec les thématiques que l'on va pouvoir des thématiques que l'on va pouvoir justement développer au travers de nos contenus, etc. Et qu'il n'y a même pas de cohérence entre la langue parlée par ces personnes-là et notre langue d'expression à nous sur notre compte Instagram, à ce niveau-là, il vaut mieux oublier les groupes d'engagement parce qu'en fait, ça, c'est également quelque chose que l'algorithme va détecter. Il faut partir du principe que l'algorithme va détecter tout simplement toutes ces choses-là qu'on peut mettre en place pour créer quelque chose de manière artificielle. Automatiquement, c'est une machine qui apprend de manière continue. Il va savoir que c'est créer de l'interaction de manière fictive et au final, on va être puni par ça. Donc, si, voilà, en revenant à notre exemple de la prof de yoga, si demain, la prof de yoga se met sur un groupe d'engagement sur lequel il y a 500 personnes, il y a 300 Allemands, 200 Anglais et elle, par exemple. Donc, elle va devoir engager déjà avec des comptes qui n'ont rien à faire avec sa thématique, qui n'ont rien à voir avec sa thématique, dans laquelle elle va devoir s'exprimer du coup en anglais, ce qui va peut-être lui demander un effort supplémentaire et autres. Et déjà ça, l'algorithme va se dire, bon, ben, c'est bizarre. Elle va commenter des posts, des vidéos, etc. de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres trucs, alors qu'elle, elle fait du yoga. Et en plus, elle, son compte, c'est un compte qui est français, elle s'exprime, elle a des comptes qui la suivent qui sont français, mais elle va engager avec des gens qui sont, enfin, tout le monde parle anglais ou allemand, c'est quand même bizarre. Ça, c'est un point négatif. Après, de deux, toute l'interaction qu'elle va recevoir sur son compte, ben, ça va être des commentaires qui vont être en allemand et en anglais. Et là, le peu de personnes qui la suivront et qui vont voir ça, ils vont trouver qu'il y a quelque chose de bizarre aussi. Donc, ça renvoie pas forcément une bonne image. Et aussi au niveau, comme je t'ai dit, algorithmique, l'algorithme qui va se dire, c'est quand même bizarre que cette personne-là qui soit sur cette thématique-là, sur une audience française, elle reçoive en pagaille des commentaires de la part de comptes allemands et anglais qui, en plus, reçoivent mutuellement les uns les autres des commentaires de la part des mêmes personnes. Donc ça, ils détectent aussi forcément et c'est négatif. Donc ça, ne pas le faire comme ça. Par contre, si c'est faire un mini-groupe avec des personnes de la même niche qui sont, par exemple, dans le yoga, qui sont elles aussi profs de yoga, etc., et s'entraider véritablement de manière naturelle, sans y être forcés les unes les autres, en discutant, en échangeant, en se donnant mutuellement un peu de visibilité, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. C'est en gros développer son petit réseau et se mettre en avant de manière mutuelle, voilà, commenter un peu les publications des copines qui sont là, sur la même thématique ou des copains, peu importe, et faire ça. Et dans ce cadre-là, si on est sur des comptes d'audience similaires, voilà, français, donc avec une audience française, qui sont positionnés sur la même thématique et qui échangent, là, ça devient quelque chose de naturel. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui va être forcément bonifié par l'algorithme. Donc, faut bien faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu nuancé au niveau des groupes d'engagement. Groupe d'engagement en tant que tel, non, mais petit groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, etc. Pourquoi pas, à condition que ça soit fait voilà, de manière naturelle et que tout le monde soit vraiment d'accord là-dedans. Après, donc on est à 3 sur 5. Je crois que je ne vais pas m'arrêter de parler, je vais parler jusqu'à demain comme ça. Alors après, le 4, je dirais la grosse erreur, manquer de constance. Ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Si on veut du résultat sur Instagram, il faut être présent, il faut être constant. Si on publie 3 posts par jour pendant un mois et qu'après pendant 3 mois on n'est plus là, les gens ne vont plus se rappeler qui on est, ce qu'on fait. L'algorithme va sous-diffuser nos posts. On va vraiment vers quelque chose de négatif. Et en fait, c'est toujours ça. Il y a toujours une boucle négative qui s'instaure à partir du moment où on va faire des actions négatives. Après, voilà, si on part en vacances pendant une semaine, 2 semaines, on poste quasiment plus ou autre, c'est pas vraiment gênant. Mais si
il y a vraiment des grosses périodes d'inactivité. Il y a un gros manque au niveau des publications, dans la constance qui peut être faite. À ce niveau-là, ben, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pénalisé. Donc ça, je dirais que c'est la quatrième. Et pour la cinquième, je dirais ne pas prendre le temps d'interagir avec sa communauté. C'est-à-dire penser que tout nous est dû, ben, que les personnes vont, pour une durée indéterminée, commenter tous nos posts, nous envoyer des messages, etc. et ne pas leur donner l'attention qu'ils méritent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que derrière chaque compte Instagram, à moins que ça soit un robot, il y a une personne physique, une personne réelle, quelqu'un qui est comme nous, qui a besoin d'échanger, qui a besoin de parler et qui en plus potentiellement interagit avec nos contenus. Donc, s'il interagit avec nos contenus, il ou elle, il faut absolument donner le feedback qu'elle mérite quoi, en échangeant, en répondant à son commentaire, en échangeant via DM avec elle, etc. Et ne surtout pas la laisser son commentaire ou son message sans réponse, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est contre-productif. Donc, vraiment prendre le temps de développer les interactions et d'échanger au quotidien avec de nouvelles personnes de sa communauté pour pouvoir justement développer des interactions qui vont ensuite développer la confiance et après, une fois qu'il y a la confiance, la monétisation, elle se fait de manière presque naturelle, j'ai envie de dire. D'accord, ok, super. Bah, ça, c'est vraiment des bons conseils là que tu nous as donnés. Donc, à surtout pas reproduire, ça, c'est sûr. Euh, Quand on parle d'Instagram, généralement, on parle aussi des hashtags. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux hashtags? Alors, les hashtags, ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à cerner selon les périodes, etc. Ça marche pas forcément de la même manière. Ce que je pourrais te dire au niveau des hashtags, c'est d'en utiliser un maximum. Donc, qu'on les mette dans la description ou dans les commentaires, ça semble pas avoir un impact plus ou moins important. Donc, on peut le mettre ou dans la description ou en commentaire. Bien que j'ai entendu quand même à plusieurs reprises que le fait de les mettre en commentaire, c'était quand même vu de manière un peu plus négative. Ça, je peux pas t'affirmer que c'est sûr à 100%. Je saurais pas te dire vu que je travaille pas chez Instagram. Ouais. Euh, mais bon, moi je conseillerais de prime abord de le mettre dans la description. Après, pour les personnes qui veulent, voilà, vraiment pas les afficher en description parce qu'elles trouvent que ça fait un truc disgracieux, etc. Pourquoi pas les mettre dans les commentaires? Utiliser 30 commentaires de préférence, le maximum. Ne jamais dépasser 30 commentaires parce qu'au bout de 31 commentaires, il n'y a aucun commentaire qui est comptabilisé. Hashtag. Ouais. Hashtag, ouais, c'est ça, hashtag, je me suis trompé. Il n'y a aucun hashtag qui est comptabilisé à plus de 30 hashtags utilisés. Donc, après, au niveau des hashtags qui vont être utilisés, toujours prendre en compte des hashtags de sa niche véritablement et des hashtags en français. Dans le cas, bien entendu, où on s'adresse à une audience qui est française, le but, c'est pas de marquer des mots en anglais et on va rentrer en fait automatiquement en concurrence avec tous les gens du monde entier. Le but, c'est vraiment de mettre en avant des hashtags spécifiques et des hashtags qui correspondent à notre audience et dans notre langue d'expression sur le compte. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit potentiellement des hashtags qui vont être recherchés par les personnes que l'on va souhaiter cibler. Donc, typiquement, notre prof de yoga, bon, elle peut très bien mettre un hashtag yoga qui va être un hashtag généraliste, mais après, elle doit se baser sur des hashtags français. Donc, par exemple, bien-être, prendre soin de soi, méditation, méditation avec un accent, parce que le fait de mettre un accent ou pas, ça compte comme des hashtags différents aussi. Prise de conscience, développement, voilà, soin, tous ces mots-là qui sont des mots du coup du champ lexical, enfin qui sont des mots en français, sont des mots qu'on peut utiliser pour se mettre en avant sur les hashtags. Et l'idée, c'est de trouver des hashtags qui sont propres à notre thématique et les utiliser justement dans notre langue d'expression pour pouvoir avoir un message qui soit le plus visible possible, parce que c'est tout à fait possible d'avoir de très bons retours grâce au hashtag et de se rendre visible sur une audience bien plus large qui est en fait une audience qui ne va pas nous suivre de prime abord. C'est une audience qui va être externe. Et si on arrive à se positionner sur certains hashtags et dans les catégories de hashtags populaires, on peut justement avoir des dizaines et des dizaines de comptes qui s'abonnent à nous, des centaines de personnes qui découvrent notre compte, et on peut avoir vraiment sur nos publications des résultats très très importants. Donc voilà, au niveau des hashtags, c'est ce que je pourrais potentiellement conseiller. Après, il n'y a pas vraiment de science, il n'y a pas vraiment de science exacte, j'ai l'impression. Mélanger toujours, alors ça c'est important, toujours mélanger les hashtags que l'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on ne va pas réutiliser les mêmes hashtags tout le temps, tout simplement.
euh, et, euh, et faire en sorte voilà, de varier un maximum les listes de hashtags qu'on va utiliser. Donc si on peut réussir à se faire une petite liste avec une centaine de hashtags qu'on va utiliser voilà, en bien les mélangeant au travers de nos différents posts, c'est quelque chose qui peut être très bien. Ok, super, super. Merci Pierre-Alexis. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton profil. Parce qu'au final, moi, si je te suis depuis le début, enfin depuis mes débuts en tout cas sur Instagram, c'est notamment grâce au branding, on va dire, et à la mise en forme de tes publications. Parce que t'es pas le seul je pense, du moins je pense, hein, je suis sur la réserve, mais t'es pas le seul à publier les mêmes choses, le même contenu, mais au niveau de la forme, au niveau de l'image, au niveau du visuel finalement, c'est quelque chose qui te démarque complètement. Donc j'aimerais qu'on parle de ça, comment tu fais, quel outil tu utilises, voilà, donne-nous une petite recette magique là-dessus là, qui Alors, permettrait d'aider les autres. la petite recette magique, moi, ce que j'utilise au niveau design, c'est Canva. Donc, moi, il faut savoir que je suis pas du tout d'une formation enfin, je suis pas du tout issu du design ou quoi que ce soit. C'est un outil qui est gratuit. Donc, j'ai utilisé pendant 9 mois la version gratuite pour faire tous mes designs. Donc, tout ce que tu peux voir potentiellement sur le compte, c'est avec la version gratuite. Les derniers contenus, je suis passé à la version pro pour avoir encore un petit peu plus de fonctionnalités, etc. et avoir de nouvelles images et autres. C'est encore mieux. Mais avec la version basique, on peut vraiment faire qui est gratuite, on peut vraiment faire des choses très poussées. Et l'idée, en fait, c'est pour créer vraiment quelque chose d'impactant, il faut toujours garder un même schéma de couleur, une même typographie, avec se créer un petit peu sa patte avec des visuels qui vont faire partie du même domaine, tu vois. Moi, c'est tout ce qui est un petit peu voilà rétro, futuriste, avec des effets un peu néons, etc. Ça, c'est des éléments visuels qui me caractérisent et qui caractérisent du coup la vision que les gens peuvent avoir de mon compte et de mes contenus sur Instagram. Au bout d'un moment, tu as une récurrence qui va se faire et qui va faire en sorte que les gens, du coup, vont pouvoir identifier simplement en voyant le contenu que c'est un contenu qui est de moi. Et ça, c'est vraiment la puissance du branding parce que c'est quelque chose qui te rend reconnaissable par justement tes contenus et par la manière dont tu vas pouvoir les diffuser par rapport à ton design. Et les gens vont plus ou moins apprécier ton travail en fonction également de ce branding que tu peux afficher. Donc moi, pour les personnes qui veulent vraiment créer du contenu différenciant, etc., je vous conseille, si vous n'avez pas de formation de design mode, de vous positionner sur Canva. Sur Canva pour faire un contenu qui va être attractif visuellement, rester toujours assez simple. Donc, mettez un titre, mettez une genre de description dans laquelle voilà quelque chose qui reste bien lisible, etc. Ne surchargez pas trop de texte non plus parce que quand il y a trop de texte, les gens ont tendance à ne pas lire. Utilisez des visuels cohérents par rapport justement à votre branding, ce que vous incarnez, le type de prestation que vous donnez, ce que vous faites, etc. Imaginons notre prof de yoga, je pense que difficilement elle pourrait mettre les mêmes types de visuels que ce que je mets moi avec des trucs rétro-futuristes, etc. Ça aurait pas trop de sens. Par contre, si elle met des visuels axés zen, feng shui, etc., yin yang, tous ces trucs-là qui sont plus sur le bien-être, des bambous, enfin voilà, je dis des trucs qui sont un peu clichés, mais c'est toujours des visuels et une patte qui va être reconnaissable et qui va s'adapter par rapport au contenu que la personne va partager. Donc toujours avoir cette idée-là en tête et après le faire sur le long terme. Et c'est comme ça justement qu'on va pouvoir se différencier et qu'on va pouvoir sortir du lot et faire en sorte que les gens nous remarquent par rapport à notre branding du coup. Yes. Et en plus, je crois que tu proposes justement des templates. Tu as fait un partenariat avec une autre agence et tu Ouais. proposes des templates pour justement aider les personnes qui n'arrivent pas justement à créer des publications, quoi. C'est ça exactement, parce qu'après au niveau des carousels graphiques qu'on peut faire sur Instagram, il y a certains effets visuels qui sont hyper sympas, qui sont pas très très difficiles à réaliser, qui consistent en fait à mettre une image entre deux slides pour qu'il y ait un effet de transition qui soit fait de manière nette et ça rend le contenu du coup ultra attractif. Et il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ça et beaucoup de personnes du coup qui galèrent à mettre en avant des carousels ultra intéressants graphiquement parlant. C'est pour ça qu'avec Mixed Agency, on s'est dit que ça serait bien de proposer des designs de templates qui sont déjà faits. Donc du coup, on les a fait en l'occurrence sur Canva, sur cette plateforme-là.
Et en fait, c'est des templates qui peuvent être utilisés, modifiés directement depuis Canva. C'est-à-dire que les personnes, elles achètent le template et ensuite, elles vont pouvoir modifier les différents éléments, elles vont pouvoir incorporer leur propre texte et elles vont pouvoir incorporer leur propre visuel de manière hyper simple et hyper facile. Enfin voilà, c'est vraiment pour toutes Gain les de personnes temps, ouais. Mm. un temps énorme parce que voilà, après tout dépend de ce qu'on veut faire, hein, mais un carrousel graphique vraiment très travaillé, que ce soit au niveau de l'idée, de la mise en forme du texte et au niveau graphique. Si on fait quelque chose de vraiment élaboré, c'est des créations qui peuvent prendre, si on est très très rapide, 1 heure, allez, je dirais de 1 heure à 5 heures, tu vois. Et ben, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce temps-là, ni cette capacité de production ou ces connaissances un petit peu en design pour pouvoir produire ces contenus-là de manière simple et rapide. Et justement, pour toutes ces personnes-là qui veulent avancer quand même, avoir des visuels hyper différenciants avec des designs très travaillés de manière voilà, ultra rapide, ben nous, on a proposé ces templates-là avec Mixed Agency en collaboration. Ouais. Non, bah ça c'est cool en tout cas, hein. Je pense que ça va bien fonctionner parce que, comme tu as dit, hein, les personnes n'ont pas forcément le temps ou ne savent pas faire. Et ce Mhm. que vous proposez, en fait, répond à un besoin. Donc ça c'est cool. Mhm. Donc au final, on peut effectivement créer des designs facilement et gratuitement via Canva. En fait. Ça c'est bien aussi. Bien sûr, totalement. C'est super simple d'utilisation, je le recommande vraiment fortement, quoi. Ouais, c'est cool. On va bientôt terminer, mais j'aimerais qu'on Mhm. parle un peu plus personnel, donc tu me diras si tu veux y répondre ou pas. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à gagner ta vie à travers Instagram? Alors oui, j'arrive à gagner ma vie, toujours pas dans la mesure dans laquelle je voudrais que, enfin voilà, j'en veux un petit peu plus quand même, et surtout c'est au niveau de la stabilisation, c'est-à-dire que il y a des mois, je peux marcher très 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 bien, faire des gros chiffres d'affaires, et les mois suivants, ben tu as un chiffre d'affaires en fait qui va fluctuer et qui va faire en sorte que tu dois toujours être dans le toujours bien prendre en compte voilà tes entrées, tes sorties, savoir comment ça se passe pour pouvoir gérer parce qu'on n'est jamais certain que le mois d'après on ait forcément autant de clients, etc. Après, il y a un truc, c'est que là, moi, si tu veux, je suis dans une démarche de développement de mon audience. Je suis pas dans une démarche de développement de mon chiffre d'affaires pour l'instant. Je suis vraiment dans une démarche de constituer une audience hyper qualitative pendant le plus longtemps possible pour après justement proposer différents produits. Donc j'ai commencé avec certains, voilà, comme on en a parlé juste avant avec les designs, etc. Après moi, de mon côté, je fais de la formation, plein d'autres choses que je vais pouvoir vendre à l'audience que j'ai constituée au fil des mois. Mais le but, si tu veux, c'est que pour l'instant, moi, je suis vraiment dans une démarche où je construis la base de mon business, je construis mon audience. Donc là, il y a de plus en plus de monde qui apprécie ce que je fais. J'ai des messages, énormément de messages tous les jours, etc. Et sans même que j'ai à faire de prospection ou quoi que ce soit, j'ai des clients qui tombent. Donc, heureusement, parce que c'est ces clients-là qui me permettent de vivre et de vivre assez correctement. Mais pour l'instant, j'ai pas, entre guillemets, je gagne pas de manière continue ce que je voudrais pouvoir gagner sur le long terme et surtout de manière lissée. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, il y a des mois où ça rentre très bien, d'autres mois où ça rentre un peu moins bien. Et le but, ça serait voilà, de faire quelque chose qui soit à peu près stable et durable. Et pour ça, moi, je compte justement sur à 100% sur le développement de mon audience. Donc, je suis j'ai pas vraiment en fait atteint ce que je voudrais pouvoir atteindre, mais j'ai pas fait la démarche pour l'atteindre, dans le sens où je ne prospecte pas, je ne démarche pas et autres. C'est pour l'instant les clients un petit peu qui viennent à moi sans que j'ai rien à faire. Après, sans que j'ai rien à faire, c'est à prendre avec des pincettes parce que je passe 6 à 8 heures par jour sur Instagram pour développer mon business. Donc ça, c'est aussi le côté qu'il faut voir, quoi. Ça, c'est la Yes. charge de Ouais. travail que je dois faire, bien En entendu. tout cas, c'est possible. C'est ce que je voulais entendre de ta voix. C'est possible de faire de l'argent à travers Instagram, quoi. Après, Ah oui, effectivement, il y a des mois qui sont plus durs, entre guillemets, plus faciles que d'autres, pour parler positivement. mhm. Mais voilà, c'est possible. Et ça, si je ne me trompe pas, t'as jamais fait de publicité payante. Non, 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 j'ai jamais fait de publicité payante. Après, voilà, si on a un budget à injecter en publicité, tout peut prendre plus d'ampleur plus rapidement. C'est pareil, si on peut être investi énormément en termes de temps et autres, ben, les résultats seront toujours plus rapides à obtenir. Mais le truc que je veux vraiment souligner, c'est-à-dire qu'une personne qui commence sur Instagram en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, un mois, elle peut très très bien déjà, si elle en a envie, hein, si elle prospecte, etc., générer 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la plateforme seulement. C'est vraiment qu'une question d'envie, c'est-à-dire que si on est dans l'attente
En attendant peut-être que les contrats tombent, etc., on va peut-être pas générer énormément. Mais par contre, si on est dans une démarche où on fait vraiment de la prospection un petit peu poussée en utilisant les bonnes méthodes de prospection sur Instagram, parce qu'il y a une certaine manière de se mettre en avant et ensuite de prospecter aussi, euh, c'est tout à fait possible de trouver des clients rapidement. C'est pas une question de plusieurs mois. On peut monétiser ça en 2 semaines, 3 semaines, un mois, si vraiment on est lancé dedans et on a vraiment envie de le faire. On peut tout à fait le faire et assez facilement aussi. Yes, mais bon, c'est pas forcément une étape obligatoire, quoi. Si on n'a pas envie de le faire, ça ne nous permettra pas de pas faire de chiffre d'affaires. C'est ça aussi que je voulais entendre. Ouais. Exactement. Ok. Bah, écoute, je pense on a fait le tour, hein. Enfin, du moins, on a parlé, je pense, des plus grands thèmes d'Instagram. Mhm. Quelle serait ta conclusion sur ce réseau? Alors, ma conclusion sur ce réseau social, c'est un réseau social qui est plein d'opportunités, qui est en plein développement, sur lequel on va pouvoir retrouver tous les acteurs. Donc, que vous soyez, dans tous les cas, une entreprise, que vous soyez une personne qui l'utilise pour son propre plaisir, que vous soyez un influenceur ou autre, il y a tout le monde qui trouve son compte en fin de compte. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, à condition de le vouloir vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie-là de vouloir s'y investir. Si on est disposé à passer que 10 minutes par jour sur Insta, on n'aura pas de résultat. Si on publie 20 fois par jour et qu'après pendant une semaine et qu'après pendant 3 semaines, on n'est plus là, on ne va pas performer, on n'aura pas de résultat. Il faut vraiment en fait se conditionner et se dire, OK, j'ai vraiment une envie, c'est développer un business sur la plateforme. J'ai envie d'y investir un peu de temps. J'ai envie d'être cohérent et de toucher un public spécifique sur cette plateforme-là. J'ai envie d'y mettre les moyens nécessaires. Et uniquement à partir de ce moment-là, je dirais qu'il faut y aller et y aller vraiment. Et après, pas s'arrêter, toujours être constant voilà, garder un état d'esprit positif sur le long terme. Et au bout d'un moment, ça finit forcément par marcher. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine? Bon, écoute, que je te remercie de m'avoir invité pour faire ça avec toi. C'était super. J'ai beaucoup aimé partager ça du coup avec toi et la communauté. Après, pour ceux qui voudraient me suivre et voir un petit peu plus en détail ce que je peux faire visuellement parlant, on va dire, vous pouvez venir me voir sur Instagram. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, mon pseudo c'est Super Social Sunset. J'ai également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez me retrouver où j'offre des tips sur la création de contenu, sur développer son audience sur Instagram, sur comment obtenir un meilleur engagement, comment monétiser son compte et autres. Donc, des contenus qui potentiellement peuvent vous intéresser. Donc voilà, vous pouvez venir me voir sur l'une ou l'autre des plateformes, échanger avec moi, me laisser des commentaires, m'envoyer un DM. Je réponds vraiment à tout le monde pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Même si j'ai 20-30 messages par jour, je réponds vraiment à tout le monde. Et voilà, venez me parler de ce que vous faites, de ce que vous aimeriez pouvoir faire et autres, tout simplement. Voilà. Et je confirme ce qu'il dit, c'est vrai, parce que c'est comme ça qu'effectivement on a pu échanger et qu'on a pu faire ce podcast finalement. Exactement. Mais oui, Voilà. tu vois, c'est le bon exemple du coup à Ouais. prendre. Bah écoute, je te remercie en tout cas, Pierre-Alexis, et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Thomas. Ciao. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. Presque 1 heure, je crois que c'est le plus gros podcast que j'ai pu faire. Pierre-Alexis est un grand parleur, mais il apporte voilà cette valeur. Humainement, il est super. J'ai vraiment apprécié cet échange et puis tout ce qu'il délivre à côté. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas toujours à mettre un petit like, à commenter, à partager, tout ce que tu veux qui permette justement d'avoir plus de visibilité et bah, de me pousser à continuer à interviewer différentes personnes. Voilà. Merci encore à Alexis, à Pierre-Alexis, et puis merci à toi d'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt. Ciao!